Éric Russon, l'invité du public. Éric Russon qui est l'inviteur du public. Éric Russon, nous le connaissons depuis l'ouverture du Théâtre Le Public, parce qu'à l'époque, il travaillait à Télé Bruxelles. Et c'était déjà agréable d'être interviewé par quelqu'un qui connaît le secteur. Il faut dire que ce n'est pas le cas de tous ceux qui pratiquent ce métier. Et puis, il a fait son chemin. Et puis, c'est un homme au talent multiple. Évidemment, c'est quelqu'un qui a fait 50 degrés nord, mais indépendamment de ça, c'est un artiste et il s'est mis à concrétiser son plaisir d'écriture. Et c'est une plume, et donc c'était amusant. Hein, il y a l'arroseur arrosé, et bien il y a l'inviteur invité, et un de ses complices l'interview, et donc c'est 1 heure avec un homme, un artiste, un homme généreux, et j'espère que vous apprendrez à le connaître un peu mieux. C'est amusant toujours d'interviewer un intervieweur. Voilà, Éric Russon, l'invité du public. À très vite, j'espère, nous l'espérons. Eh ben on y va. Quelqu'un peut éteindre dans la régie, s'il vous plaît. Vous allez vous saouler. Je ne sais pas, monsieur. On s'adresse Je voudrais vous parler de aux la vie. spectateurs en leur racontant une histoire. L'acteur est un artisan et s'étouffe. Et les drames font rire. On avait besoin de rire. Et que ça fait du bien parce que ça valide aussi le droit qu'on a d'être Bonsoir. un peu fou. Alors, moi, Eric est mon ami, donc je peux assez bien parler de lui parce que je le connais très bien. Bon, mais j'y vais. Comment? J'y vais. Non, mais parce que je veux présenter quelque chose quand même. C'est que dans tous nos collègues, que ce soit Arte ou ailleurs, Éric Russon, c'est un peu un mystère pour nous. Parce qu'il n'est jamais stressé, il n'est jamais débordé. Et un jour par semaine, quand on enregistre Arte, il fait à peu près entre 15 et 20 interviews. Donc ça veut dire 15 ou 20 pièces de théâtre, films, disques ou livres à lire. Et malgré ça, il n'est jamais stressé, jamais débordé. Et comme ça ne suffisait pas, il a joué dans une pièce de théâtre l'an dernier. Il n'a pas tout dit, il a aussi écrit 2 pièces de théâtre, et il n'y a pas que le culte. Et puis, il nous a pondu ceci, c'est un bouquin donc, sorti aux éditions La Miroir qui s'appelle Crispation. Donc un premier roman, et vous avez vu, il fait, comme je vous dis, il n'est jamais débordé, il n'a pas fait un petit roman, c'est un beau pavé de 400 pages, où on retrouve quelque chose que les gens ne perçoivent pas toujours chez Eric, qui est toujours vu comme Monsieur Culture, et Dieu sait si le mot culture, on va en parler, fait peur à tout le monde, mais c'est qu'en fait, Éric Russon est un garçon hilarant. Voilà. Et on ne le sait pas bien, il ne le montre pas toujours à la télévision, mais par contre, c'est probablement son trait de caractère principal. Donc voilà, je trouve que si on veut rencontrer le bonhomme, ça c'est quand même une très très belle porte d'entrée. Voilà, je voulais vous parler de lui, de ce que je connais, voilà, parce qu'on se côtoie pas mal, et c'est vrai que c'est une personne tout à fait étonnante. Alors la télévision, ça reste quand même la grande aventure, mais on a l'impression que le vrai fantasme n'est plus du tout là. C'est vrai ou pas? Tu parles de l'écriture, là. Oui. Oui, enfin, c'est pas un fantasme, l'écriture. Hein. L'écriture, ça fait partie de ma vie depuis longtemps. Là, j'ai publié un premier roman, mais ça fait longtemps que j'écris. Mais non, c'est pas un nouveau fantasme. Peut-être que je suis arrivé à un moment, après 25 ans de télévision, j'ai commencé en 89, peut-être qu'à un moment donné, oui, j'avais envie d'autre chose. Et cette autre chose, c'est publier. Écrire, ça existe depuis longtemps dans ma vie, mais publier, ça, c'est une aventure nouvelle. Peut-être que dans la publication, il y avait un fantasme. Ça, oui. Parce que c'est une manière d'officialiser quelque chose qui reste finalement secret pendant des années. Un bouquin qui reste dans un tiroir et qui n'est pas publié, ben, ça reste dans un tiroir. Mais par contre, publier, il y a un vrai enjeu dans la publication, qui est une forme de prétention qui n'est pas facile à assumer, parce que dans nos métiers, généralement, on s'expose. Tu t'exposes, moi je m'expose, mais pour mieux exposer les autres. Et la publication, il y a 2 choses. C'est d'une part, personne ne t'attend. Personne ne t'a demandé d'écrire un bouquin, donc personne ne t'attend. Et donc c'est vrai qu'il y a un côté, une exposition qui est très différente de la télé. Parce que là, on s'expose pour soi et pas pour les autres. Tout à fait. Alors, est-ce que la télévision, c'est...
tu le dis, hein, ça fait 25 ans maintenant que ça dure. On se lasse des choses dans la vie, aussi belles soient-elles. La vraie question, c'est est-ce que le fantasme est plus dans l'écriture aujourd'hui que la télévision ? Alors, si on se projette dans l'avenir, je pense que les émissions de télévision telles que nous les concevons aujourd'hui et telles qu'on les a conçues dans les 10, 15, 20 ans passés, ça va changer. Ça, je suis sûr que ça va changer. La télévision change. Les places réservées, que ce soit en télévision, en radio ou dans la presse écrite, aux sujets culturels sont en train de se racrapoter. Donc, c'est pas du tout que je cherche une reconversion. C'est que je me dis, peut-être que mon avenir n'est plus forcément comme je me l'imaginais il y a quelque temps, jusqu'à la fin d'une carrière en télévision, comme ceux qu'on a connus et qui, aujourd'hui, d'ailleurs, ont parfois du mal à quitter ce milieu. J'ai vu Roger Simons hier, tout le monde connaît Roger Simons, un grand monsieur de la radio, qui a 80 ballets passés, continue à aller au théâtre, à publier des blogs, il n'a plus son émission de radio, et on se dit, est-ce qu'on a envie de finir comme ça ? Est-ce qu'on a envie, alors que oui, pour un côté, parce qu'il est toujours passionné, et qu'on se dit que c'est la passion qui le tient, enfin, ce type est magnifique, quoi. Et puis on se dit, mais on a peut-être envie d'autre chose, et peut-être de passer à autre chose, mais en douceur, quoi. Le but de la vie, c'est de se sentir à sa place, Ouais. a priori. Ouais. Moi, je me rappelle, j'avais eu une rencontre un jour avec Claude Brasseur, et je lui avais dit, après lui, il a des parents extrêmement célèbres en plus, et je lui avais dit, qui vous a donné envie de faire ce métier ? Et il m'avait répondu du tac au tac, les mauvais. Parce qu'il dit, ça me permet, dans ce cas-là, de me dire, je pourrais faire mieux. Est-ce que sur 25 années de télé, tu t'es dit des fois, là, je suis plus nécessairement à ma place. J'aimerais être de l'autre côté. J'aimerais être du côté de celui qui crée quelque chose. C'est une question, comme la question de se poser, qu'on se pose sur est-ce qu'on nous attend ? Non. La question d'être à sa place, c'est une question centrale, je trouve. Parce que c'est... moi, je n'ai pas fait d'études de journalisme. Je suis entré à... Ça se sent. Ah oui, merci. Je suis rentré à la télé par la petite porte. Je suis devenu assistant de production avant de commencer à faire des émissions. Et donc, en permanence, depuis 25 ans, la question est de savoir, mais est-ce que je suis autorisé, entre guillemets, à faire ça ? Est-ce que je suis à ma place ? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'imposture quelque part ? Et la question, elle se pose aussi, évidemment, par rapport au bouquin. Je veux dire, on met tellement d'étiquettes. C'est tellement facile de mettre des étiquettes. On fait de la télé, mais on ne fait pas autre chose. Donc, on est dans un truc. Puis les écrivains, c'est les écrivains. Puis voilà, il y a une telle flopée de bouquins qui sortent tous les ans. Enfin, tu le sais, il y a 700 romans à la rentrée littéraire. C'est hallucinant. On a l'impression que tout le monde écrit. Et donc, la question est de savoir, quand on décide de publier un bouquin, et la décision d'écrire un bouquin était beaucoup plus longue que la décision de l'écrire, la question de savoir, est-ce que je suis à cette place-là, est-ce que je peux assumer cette place-là ? Est-ce que je suis vraiment à ma place quand j'écris un bouquin ? Est-ce que je ne suis pas quelque part du côté de l'imposture ? Et cette question, la réponse commence à venir avec les premiers retours. Ce n'est pas moi qui donne la réponse. Mais tu t'es... parce que, après, il y a des mots qu'on doit lâcher. Écrire un bouquin, c'est passer du côté des artistes, Ouais. ce qui est très différent de notre métier à nous. Est-ce que c'est un sentiment que tu as ? J'ai toujours été du côté des artistes. Mais entre les artistes et les gens de la presse, il y a toujours cette frontière. Et je pense qu'on n'a pas droit au statut d'artiste quand on fait le métier qu'on fait, d'être à la télévision, de poser des questions, etc. On est plus du côté des journalistes. Donc on a plus la carte de journaliste que le statut d'artiste. Mais je me sens bien dans ce milieu-là depuis 25 ans. Je ne pourrais pas, devenir journaliste sportif ou politique, ça me gaverait très très rapidement. Donc oui, et je me dis, parfois la frontière est très floue, quoi. Alors c'est vrai, tu l'as rappelé, j'ai pour la première fois de ma vie, enfin non, j'avais fait du théâtre à l'UNIF, mais voilà, en amateur. Et là, plusieurs personnes m'ont sollicité pour un spectacle qui s'est joué au Théâtre de la Vie, qui va reprendre l'année prochaine. Et là aussi, la grande question de l'imposture s'est posée. Et j'ai eu des retours, avant que ça ne se joue, très étonnés de gens du théâtre.
qui me disaient, mais enfin, c'est pas ton métier, quoi. Oui, mais alors c'était une pièce qui jouait sur l'ambiguïté, parce que je jouais mon propre rôle, etc. Enfin bon, c'était une vraie fausse émission de radio, donc on jouait sur cette ambiguïté-là, tout le monde jouait son propre rôle. Il y avait un livre présenté, est-ce que ce livre existe? Bon. Mais je sentais que pour une partie de la profession, j'étais pas à ma place. Et c'est aussi en référence à d'autres expériences de théâtre, où tu as des gens, des journalistes, des animateurs, RTL par exemple, qui se retrouvent sur scène, qui sont mis en scène par voilà, des gens comme Victor Schaeffer, ils se retrouvent au Richelieu, etc. Et donc, il y a quand même une distance par rapport au public qui va au théâtre, par rapport aux gens du théâtre. On dit, mais ils ne font pas le même métier que nous, c'est pas, voilà, ils ne font pas partie de la grande famille. Donc moi, je ne me suis jamais senti faisant partie d'une grande famille d'artistes, mais en même temps, c'est un milieu que je ne pourrais pas quitter, parce que voilà, je veux dire, mais les gens avec qui, que je vois toutes les semaines, c'est des artistes, c'est des écrivains, c'est des cinéastes, quoi. On va parler de la culture tout à l'heure, parce que c'est quand même au centre absolu de ta vie, mais on va continuer sur la télévision. En fait, ce livre, Crispation, commence, on va croiser différents personnages dans un immeuble, et ces différents personnages ont un point commun, c'est qu'ils regardent en direct à la télévision. Une émission qui est en train de se lancer, une émission d'un genre un peu nouveau, de télé-réalité un peu soi-disant intelligente. Les chaînes de télé tentent de nous faire croire ça pour le moment, c'est très marrant d'ailleurs, et où le président de la République, qui ressemble étrangement à Nicolas Sarkozy, va se faire interviewer par des kidams que des équipes de télé vont aller voir chez eux. Ils ont donné ils ont fait une demande pour poser une question, ils ont donné leur adresse, et donc les équipes vont aller voir et poser les questions en direct à ce fameux président. Mais tout va se passer très très mal, et donc dans cette équipe, il y a des scripts, il y a un réalisateur, enfin il y a des gens du métier, et vous faites dire, Eric, à l'un de vos personnages, c'est une dame, certes il n'y avait pas de honte à travailler pour la télévision, mais elle n'en tirait aucune vanité non plus. La télévision n'exerçait plus aucune fascination, le mot n'animait pas d'étincelle dans les yeux de ceux qui apprenaient qu'elle y travaillait. Pour la plupart des gens, la télé était un meuble et il n'y a rien de palpitant à bosser dans l'ameublement. Voilà. Donc voilà, ça c'est le style. Ouais. Moi j'ai découvert un style extrêmement percutant, je trouve de la formule, etc. La télévision, c'est un meuble. Oui, ça. Alors oui, c'est une image aussi. Enfin, je veux dire, moi, je suis né dans les années 60. Dans les années 60, il y avait des postes de télévision qui pesaient 3 tonnes, quoi, qui étaient épais comme ça. Et voilà. Et oui, c'était un meuble. C'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui aujourd'hui veulent faire de la télé. Alors, quand il y a des gens qui disent « Comment je voudrais faire de la télé ?» Des jeunes, voilà. Mais la première question à poser, c'est même, tu veux faire quoi à la télé? Tu veux être comédien à la télé? Tu veux être journaliste à la télé? Tu veux être animateur à la télé? Tu veux faire quoi? Et non, je veux faire de la télé. Et il y a souvent ça. Et donc, toutes les téléréalités aujourd'hui, c'est le fameux quart d'heure de gloire de Warhol. On veut être dans le poste, quoi. On veut être dans le meuble. Et donc, je trouve bizarre d'avoir la vocation de finir dans un meuble. Alors, même si aujourd'hui, les meubles sont tout plats, même si ça se passe maintenant essentiellement sur l'ordinateur, ça me reste gravé comme étant en effet un meuble. Et la télévision ne fascine plus comme dans les années 60 ou 70. Étant en plus en Belgique, elle fascine d'autant moins qu'il n'y a pas de vedette de télé en Belgique. On essaie d'en fabriquer, mais ça ne marche pas, quoi. Non, ça ne marche pas bien. Alors, quelques lignes plus loin, quel métier de com pensa tout haut Muriel? Ouais, Muriel est une belle vision ouais. de métier, finalement. Mais Muriel est une caméra woman. Et donc, son idéal à elle, c'est, en tant que caméra woman, c'est d'être dans des équipes, c'est de voyager à travers le monde, c'est d'être sur le terrain où il y a des guerres, où il y a une vraie info à aller chercher. Et on lui demande, parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de faire ça, voilà, de filmer des gens qui vont poser des questions dans des téléréalités. Et c'est très loin de son idéal, ça. Et je comprends ce personnage qui dit finalement, voilà, mon idéal de métier n'était pas de me retrouver à faire des émissions de télé-réalité. Elle avait un idéal de télévision qui était ailleurs, quoi. Ah. Vous, votre idéal de télé, c'était la culture? C'était je veux représenter ça et être passeur de ça? Je suis rentré là par hasard.
parce que j'avais pas trouvé de boulot ailleurs, et puis que j'avais fait de la radio libre, et que j'avais 2-3 connaissances de Radio Campus qui travaillaient dans une petite télé à l'époque qui s'appelait Télé Bruxelles. On m'a appelé de fil en aiguille. Ce que j'ai fait, c'est j'ai appris, parce que je suis autodidacte. Je n'ai pas du tout fait d'études de journalisme, donc j'ai appris c'est quoi un montage, c'est comment fonctionne une caméra, et je me suis passionné pour ça. Et puis très rapidement, on m'a demandé de présenter des trucs. Et donc voilà, de fil en aiguille. Et de fil en aiguille aussi, je me suis dit que notre métier, c'est vraiment un métier de passeur, quoi. C'est-à-dire que c'est de créer le lien entre vous, le public, et puis des gens qui s'appellent des artistes, ou des genres aussi qui sont parfois difficiles d'accès ou qui font peur. Pousser la porte d'une galerie d'art ou d'un musée, c'est pas évident. D'un opéra, enfin, on a une copine commune qui est Barbara Abel, qui est écrivain, qui est chroniqueuse dans 50 degrés Nord, et qui était pour la première fois à l'opéra il y a 2 ans, 3 ans, grâce à l'émission qu'on présente. Et parce qu'il y a un truc qui fait peur, quoi. Et donc, moi, très rapidement, je me suis dit, mon métier, c'est de dire à ces gens-là, voilà, soyez curieux. Je sais que c'est le slogan d'une chaîne dans laquelle j'ai travaillé. Voilà, il faut rester curieux, soyons curieux. Mais je pense qu'on est des curieux professionnels. Donc, on va là où forcément les gens ne vont pas facilement. Et voilà, on leur tend la main et on essaye de... Voilà, c'est ça, on est des passerelles, quoi. On sait que la culture aujourd'hui, la télévision, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire passer. Nous passons des heures à nous battre avec nos patrons pour leur dire que en fait, la culture, ça ne mord pas, qu'on pourrait la diffuser à des heures un peu plus raisonnables, devant plus de monde. Ils ne nous comprennent pas toujours. Quel rapport tu as à ça, toi ? Est-ce que tu comprends pourquoi la culture est pratiquement... systématiquement relégué en 2e, voire 3e partie de soirée à la télévision. Je peux l'expliquer, mais je ne le comprends pas. Vas-y. On est dans une société de loisirs aujourd'hui, de divertissement. Et on a vu les curseurs entre divertissement et culture bouger énormément ces 10 dernières années. Il y a des phénomènes comme ça, voilà, des trucs. Je me souviens quand même d'émissions, quand moi j'étais môme, qui passaient à des heures qui n'étaient absolument pas indues. Le Grand Échiquier, alors ça fait un peu vieux con de parler du Grand Échiquier, parce que c'est une émission qui est passée depuis 25 ans, mais Pivot, c'est un petit peu plus récent. C'est des émissions qui passaient à 21h, à 21h30, qui duraient 1h30, qui étaient en direct. Et pendant 1h30, des gens parlaient. Oh, quelle horreur, des gens qui parlent pendant 1h30. Mais c'était passionnant, quoi. C'est Lim Sasson, ici, qui faisait des cinémascopes avec des gens passionnants. Ils étaient dans un studio un peu comme ça. Enfin, tu vois, 2 chaises, une plante derrière, 3 caméras. Et on restait parce que c'était bien, c'était passionnant, ça nous apprenait des choses. Et ça a changé, le curseur divertissement est devenu un peu plus... a été poussé un peu plus, au détriment du curseur culture. Je pense aussi, malheureusement, que parmi les décideurs, tu les as un peu évoqués, je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème de concurrence. La pub est venue foutre le boxon dans la télévision et dans la radio. Du coup, il faut des annonceurs, il faut que ça rapporte à la télévision, il faut donc que des gens regardent. Et donc, il y a une société de loisirs comme ça. Tiens, c'est une pièce de théâtre, la société de loisirs. C'était qui me parlait de ça. Il y a une société de loisirs qui s'est développée, du divertissement. Il faut faire sexy aujourd'hui. Et malheureusement... pour beaucoup de décideurs, la culture n'est pas sexy. Et donc, du coup, on essaie de trouver des moyens de faire des programmes dits culturels, parce qu'il y a en plus dans les contrats, le service public doit faire des émissions culturelles. Et donc, on détourne ça en faisant des contenus culturels, mais de divertissement. Donc, on invite des gens de culture, des gens qui ont créé des bouquins, des cinémas, qui ont fait des films, etc., ou des disques, mais on parle d'autre chose, quoi. Et on leur parle de leur vie privée, de ce qu'ils pensent du conflit syrien, ou pire, enfin, je veux dire, de ce qu'ils mangent au petit déjeuner. Et ça reste des contenus culturels parce que, voilà, il y a quand même des gens de culture qui viennent sur les plateaux de télévision. Après, les contenus, c'est de plus en plus tard. Mais en radio aussi, hein. J'écoute Pure FM, par exemple. Sylvestre de Fontaine, qui est un type que j'aime beaucoup, qui amène moi j'adore la musique, j'en fais pas, mais voilà, j'adore la musique, j'adore l'actualité musicale, les disques qui sortent, ça me passionne.
Ce type, cette année, son émission est passée à 22h. Donc, quand on veut du contenu sur certaines chaînes jeunes, il faut commencer à écouter à 22h, à tes souhaits. Et son émission avant, elle commençait à 19h, 20h, mais quoi, l'année passée, hein. Et donc, on voit de plus en plus, Jean-Marie Winans, avec qui on bosse, qui bosse pour Le Soir, dit que c'est de plus en plus compliqué de faire des articles sur le théâtre, par exemple. Voilà. Le supplément culture du soir, c'est essentiellement avec des couvertures qui parlent de cinéma. Pas de littérature, pas de danse contemporaine, pas voilà, ou d'opéra. Et c'est dommage. Et ça se réduit complètement. Et donc, on veut aujourd'hui des contenus sexy, des contenus divertissants. Et donc, le mot culture est devenu de plus en plus lourd, malheureusement. C'est un mot qui fait finalement de plus en plus peur à tout le monde. Est-ce que les artistes sont coupables quelque part aussi? Parce qu'on parle des décideurs des médias, parce que c'est toujours les grands méchants loups. Est-ce que les artistes, quelque part, sont aussi coupables? Est-ce que les artistes font peur, finalement? Enfin, moi, ils m'ont jamais fait de peur. De plus en plus? Non, je pense pas. Enfin, je veux dire... alors, il y a la culture populaire et puis il y a la culture peut-être un peu plus élitiste, si c'est ça que tu veux dire. Mais je pense que le mot élitiste est de plus en plus mis sur des secteurs, pas forcément sur des produits, mais sur des secteurs. L'opéra, c'est élitiste. Moi, j'ai vu des opéras somptueux, des trucs qui étaient avec des musiques magnifiques, avec des tubes, enfin Verdi, Mozart. Mais ça reste élitiste, alors que ces mecs étaient populaires à leur époque. Et donc, c'est le mot élitiste qui a bougé. Je pense alors il y a des artistes qui sont en effet qui posent question sur le monde, sur la société, et qui questionnent aussi l'objet culturel, qui questionnent la forme. Alors il y a des spectacles qui sont plus ardus que d'autres. Ça a toujours existé, je pense. Chaque période a amené des choses plus ardues. L'art plastique. Je veux dire, quand Duchamp s'est amené avec son ready-made, tout le monde a trouvé ça élitiste. Aujourd'hui, il est dans les musées. Donc chaque période de l'histoire procède comme ça par expérimentation. Je pense que oui, il y a des artistes qui peuvent faire peur, mais le problème, c'est que aujourd'hui, on a l'impression que c'est toute la culture qui fait peur. Et on oublie qu'on est tous nés, nous journalistes, mais aussi le public et puis les décideurs, on a grandi en écoutant des chansons de C. Jérôme à la radio. C'est de la culture. Elle est populaire, mais c'est de la culture. On vient tous de là. Et il ne faudrait pas l'oublier, quoi. Écrire, c'est probablement un des moments où on se fait le plus face, parce que le processus est très long. Ouais. Combien de temps, par exemple, tu as mis pour écrire? C'est quelques 400 pages? Ça dépend, parce que moi je ne peux pas vraiment écrire quand je lis. Donc, comme je lis beaucoup pour mon émission, ou que je vais au théâtre, généralement, ça se passe pendant les vacances. Donc, je me suis toujours préservé des mois de vacances, les mois d'été. Donc, je n'ai jamais eu, par exemple, de contrat à durée indéterminée à la RTB, parce que sinon, je n'aurais pas pu prendre voilà, je travaille beaucoup pendant 10 mois, et pendant ces 2 mois-là, voilà, vacances. Et donc, j'écris à ce moment-là. Donc, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris quelques années, quoi. Bout à bout, oui, quelques mois, mais forcément, avec des grandes interruptions. On va clore ce côté télé en disant qu'effectivement, écrire, c'est probablement se faire face. Est-ce que la télévision, hormis le fait de pouvoir consommer de la culture de manière absolument anormale, presque obsessionnelle, depuis 20 ans, et qu'est-ce que ton métier t'a apporté? Il t'a fait faire face à quoi? Est-ce qu'il y a eu des rencontres qui ont été finalement importantes, ou des petites phrases que tu as entendues et que tu as gardées? Est-ce que ça a eu un sens, ou c'était juste se montrer, aller voir des pièces de théâtre, écouter des disques et être content? Ou est-ce que ça va au-delà de ça? Alors, c'est vrai que c'est un métier, comme dans tous les métiers, à un moment donné, on n'a pas envie d'y aller, quoi. Parfois, ça arrive. Voilà. On n'a pas envie d'ouvrir le bouquin, on n'a pas envie de se déplacer, on a envie de rester chez soi. Et de regarder des conneries à la télé. Oui. Mais ce que ça m'apprend depuis 25 ans, c'est que... Alors oui, j'ai rencontré des gens formidables, et j'en rencontre tous les jours, et Dieu sait que c'est gratifiant, pas parce qu'on est à côté de quelqu'un de connu, c'est pas pour ça. C'est gratifiant parce que ces gens t'apprennent des choses tous les jours. Parce qu'un écrivain, un cinéaste, un mec qui fait du théâtre, alors il peut parler de soi, il peut nous faire rigoler, etc. Mais il nous parle aussi du monde. Et j'apprends plein de choses sur le monde. Je veux dire, à un moment donné, ma conscience politique, pour peu que j'en ai une, elle est venue de là, elle n'est pas venue
parce que j'ai à un moment donné été prendre une carte à un parti et que j'ai été suivre des discours politiques. Ça m'est jamais arrivé. Mais par contre, la conscience de qui on est et de ce qu'on peut et de la place qu'on peut avoir dans le monde, ça c'est en lisant des bouquins, en allant voir des spectacles, en écoutant certaines chansons, certains artistes qui font des disques. Ça aussi, ça te pose question. Et oui, moi je suis à l'école tous les jours, quoi. C'est bien ça. Ouais, c'est bien. Alors que j'ai détesté aller à l'école quand il fallait y aller. Et donc, je me suis un petit peu... ça m'a un peu gavé pendant 20 ans d'aller à l'école. Mais là, depuis 25 ans, j'y suis de mon propre chef, quoi. Et c'est très gai. On passe au livre à proprement parler. C'était quoi l'étincelle de début? Parce qu'il y a toujours, il y a toujours une première ligne à écrire, quoi, Ouais. ou une première situation. Ouais. Mais ça, j'ai du mal à m'en souvenir. Et encore que le truc qui a déclenché la situation, voilà, de départ de ce roman, c'est que j'ai lu dans la presse un jour un petit article, un entrefilet, ça s'appelle, comme quoi la presse quand même couvre les grands événements de ce monde. Et ça racontait l'histoire de deux amoureux en Scandinavie qui étaient restés soudés par la bouche. Par la bouche. Ouais, ils s'étaient embrassés, il faisait très froid, ils avaient des appareils dentaires tous les deux. Et avec la production de salive inhérente à ce genre d'exercice, ça avait gelé. Et donc ils étaient restés soudés. Et donc, c'est pas tellement, voilà, comme quoi la presse traite les grands événements. Et ça m'avait... Alors, c'est pas tellement, voilà, ces trois lignes dans la presse. Je m'étais imaginé les deux pauvres amoureux qui ont dû à un moment donné se lever du banc, enfin, en espérant qu'ils ne soient pas collés là aussi, mais bon. Ils ont dû à un moment donné se lever et aller chercher du secours, faire une centaine de mètres ou 200 mètres, je sais pas, rentrer dans un café, aller à l'hôpital, trouver quelqu'un, rentrer chez eux, affronter leurs parents, enfin, une horreur. Et j'ai trouvé que c'était à la fois humiliant et drôle, parce que c'est souvent le drame et le rire, voilà. Et je me suis dit, ok, imaginons une situation encore un peu plus humiliante, que les amoureux ne soient pas soudés par la bouche, mais par le bas-ventre. Et donc j'ai fait des recherches sur Internet et je me suis rendu compte que ça existait. Donc le roman n'est pas du tout autobiographique. Vous ne donnez pas la solution pour se décoincer? Non. Non, il paraît que c'est très douloureux, c'est super douloureux. Et donc, ça multiplie l'humiliation par 20, évidemment. Donc, c'est pas tellement le fait qu'il soit soudé, ok, ça c'est le point de départ, mais le fait qu'il faille, voilà, faire appel appeler une ambulance, quoi, appeler des infirmiers, etc. Puis, voilà, les gens qui vont constater la chose, qui vont devoir te transporter, souder, enfin, voilà, avec une couverture, enfin. Et donc, c'est un peu ça qui a fait c'était le déclenchement. C'est bête, hein? Voilà. Non, c'est pas bête, c'est dans les 50 premières pages du livre. Et je peux vous dire que les scènes d'évacuation du couple sont absolument hilarantes. Oui. Voilà. Donc c'était un bon point de départ, mais à part ça, il y a aussi la télévision. Ouais. Il y a aussi ce président qui ressemble très très fort à Sarkozy. Ouais. Il dit, je viendrai dans votre émission de télévision si jamais vous faites chanter cette ancienne mannequin là. Ouais. Je trouve qu'elle a une voix absolument Ouais. délicieuse. Ouais. Pourquoi il fallait que lui, sans le nommer bien évidemment. Je le nomme jamais. Voilà. Je le nomme jamais. Et donc c'est le président. Les autres personnages ont des noms et des prénoms. Il y a le président et la femme du président, enfin l'ex-femme du président. Oui, parce qu'il s'est fait larguer par sa femme. Voilà. Enfin voilà, c'est la totale. Alors quand j'ai écrit le roman, c'était Sarko qui était au pouvoir. Et ce qui m'intéresse dans ce roman, c'est de montrer les mécanismes de ce qu'on voit, nous, à la télé, à la fois les médias et la politique, parce que ce sont des mécanismes. C'est-à-dire que quand on voit un journaliste qui interviewe un président ou un homme politique, derrière ces deux protagonistes-là, il y a des tas de gens qui téléphonent. Une interview d'un quart d'heure, c'est des heures et des heures de pourparlers, de machin, etc. Et c'est ce mécanisme-là que je voulais un peu décrire, mais de manière, voilà, un peu comme dans une comédie ou un western, quoi, un truc un peu, voilà. Mais ce sont les mécanismes qui m'intéressent, donc les coulisses. Et les rapports qui aujourd'hui sont très très forts entre les médias et la politique, parce que la politique est devenue un spectacle. Et là aussi, ça ne date pas d'hier. La politique est devenue un spectacle dans les années 90. Voilà. Aujourd'hui, parce que
c'était les médias qui organisaient ça. Mais non, on a l'impression que ce sont les politiques qui organisent ça. Et qui organisent On peut le le voir spectacle. aujourd'hui en Belgique avec des premiers ministres torse nu, des pandas. Et, Voilà, exactement. Et donc, quand j'ai écrit le bouquin, je me suis dit, ça va être un peu trop... au départ, j'avais pensé à la famille royale. Je me suis dit, ce serait peut-être rigolo d'imaginer. Et puis je dis, non, c'est pas possible, quoi. Un roi et tout ça, avec une maîtresse, un fils caché, une fille cachée, ça n'existe pas. Non. Ça n'existe pas. On est d'accord. Mais ça me faisait moins rêver, parce que voilà, on est dans une monarchie. Et la monarchie ne me fait pas rêver. Donc je me suis dit, on va essayer de faire un truc dans une république qui n'est pas nommée non plus d'ailleurs. Hein, ni la France, voilà, c'est un pays. Et donc c'est très drôle parce que j'avais envoyé il y a un an mon roman Au fleuve noir. L'éditrice l'a dévoré, l'a beaucoup aimé, mais elle m'a dit, ça ne me fait pas rêver un président. Ce qui arrive, je préférais que ce soit un prince ou un roi. Je dis, merde, raté quoi. Ah bah oui, forcément, on est de l'autre côté là, de la frontière. Et l'autre truc, c'est que on était en plein sarkozysme et il gavait tout le monde. Et ce qui gavait tout le monde, c'était son côté hyper président. Il était président, mais il était tous les ministres aussi. Et puis ce qui gavait tout le monde, c'est cette histoire, quoi, avec Carlita. Voilà. Et je me suis dit, bon, ben voilà, le bouquin sort aujourd'hui. On a changé de président, ça ne va plus correspondre à la même réalité. Voilà, les derniers mois nous ont prouvé le contraire. Et si à un moment donné, ce bouquin a un avenir en France, je me dis qu'en 2017, alors tant pis pour la France, mais comme l'autre risque de venir, ça pourrait peut-être relancer le bouquin. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ça, c'est absolument pas con, hein. Il y a une donne qui est là tout au long de ce bouquin. On parlait du sens de la formule que moi j'ai découvert chez toi, parce que je n'avais jamais lu finalement, et voilà. Mais c'est l'humour. Alors, est-ce que l'humour, c'était une espèce de condition sine qua non pour se donner l'autorisation d'écrire? Non, c'est quelque chose que je pratique dans le quotidien. Voilà, j'aime bien rire, j'aime bien... Bah, tu le sais, enfin, c'est un truc voilà, qui fait partie de ma nature. C'est souvent le sujet qui impose pas le style, parfois oui, parce qu'il y a des moments où ce qu'on raconte demande un style plus serré, puis ce qu'on raconte demande un style un peu plus posé. Je pense que l'humour, il est venu d'office, quoi. Ce qui n'est peut-être pas le cas dans d'autres récits que j'ai pu commencer, ou voilà. Mais ça s'est imposé, quoi. Je ne pouvais pas parler sérieusement de ce sujet-là. Parce que c'est étonnant, parce que quand on décide d'écrire, j'imagine qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ou 50, ouais. Les premières choses qui sortent, c'est les douleurs, parce que c'est celle-là qu'on a envie de... Enfin, on peut regarder les petites filles ou les petits garçons, qu'est-ce qu'ils vont écrire dans leur journal intime. Si jamais je me suis bien amusé cet après-midi, c'est ce qui les blesse, et je pense qu'en grandissant, on reste comme ça. Quand on prend un crayon, on a envie aussi d'écrire ce qui nous blesse, et curieusement, ça ne vous est pas arrivé à vous. C'était pas ça qui devait sortir. Non, parce que je n'avais absolument pas envie de sortir, et je pense que c'est pas pour demain, un bouquin qui parle de moi, alors que je suis peut-être dans pas mal de personnages, mais avec un masque. Et l'humour, c'est un masque aussi, quelque part. Mais ça m'aurait ennuyé profondément de me raconter. Enfin, je sais... C'est pas se raconter, c'est mettre des choses douloureuses dans d'autres bouches, dans d'autres corps. Non, mais je n'en sentais absolument pas le besoin. C'est 50 ans, besoin de légèreté? Non. Je sais pas. Non, parce que ça a été écrit avant, donc non, mais j'ai jamais eu de problème avec les caps, moi. La crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine. Oui, peut-être qu'elle s'est traduite, mais je connais des gens, on en connaît en commun, qui passent très très mal le cap de la cinquantaine, par exemple. On ne va pas le nommer, enfin, c'est quelqu'un qui dessine dans la presse et qui est super drôle et qui est d'un humour ravageur et d'une cruauté incroyable. Le jour où il a eu 50 ans, je l'ai vu, il n'allait pas bien, quoi. Et donc moi, j'ai pas ce problème-là. Mais pour en revenir à l'humour, oui, c'est une forme de masque, c'est une forme de... Et puis, il faut de la légèreté. Je crois qu'il faut de la légèreté. On fait des métiers légers. La radio, c'est léger. C'est des bulles de savon, des bulles d'air qui sont oubliées le lendemain. J'ai conscience de ne pas avoir écrit un bouquin qui va rester comme une espèce de classique de la littérature. Je ne me considère pas du tout comme un écrivain. Et ça, c'est pas pour... Non. Pour moi, ni comme journaliste d'ailleurs.
Pour moi, un journaliste, c'est de nouveau, on va là, la Monique, la Ouais. caméra woman, elle a une vision idéale et idéalisée, peut-être un peu romantique aussi, de ce que c'est que son métier. Moi, j'ai une vision peut-être un peu romantique de ce que c'est qu'un journaliste et de ce que c'est qu'un écrivain. Un écrivain, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire autrement. James Ellroy, il ne peut pas faire autrement. Je veux dire, quand on lit son autobiographie, qui est son roman le plus passionnant, on se rend compte que ce type ne pouvait pas faire autrement que d'écrire. Parce qu'il avait une part d'ombre et que cette part d'ombre, elle devait sortir. Elle n'est pas encore complètement sortie parce qu'il continue et il est bien starbé. Mais pour moi, ça, c'est un écrivain. Il ne peut pas faire autre chose, il ne peut pas faire autrement. Moi, je fais d'autres choses. Un journaliste, c'est quelqu'un qui doit dire la vérité envers et contre tout, quitte à risquer sa peau, quitte à... C'est les hommes du président, mais c'est aussi des gens qui vont se faire tuer en Syrie ou en Afghanistan, quoi. Qui vont au péril de leur vie. J'ai déjà interviewé des photoreporters, par exemple, des types qui ont ramené des clichés historiques et qui ont fait changer les choses. Parce que c'est ça aussi, c'est faire changer les choses. Et donc, c'est cette vision-là que j'ai, et du journaliste et de l'écrivain. Et je ne me considère ni comme l'un, ni comme l'autre. J'ai écrit un livre. Ouais, c'est ça. Ouais. Un livre extrêmement cinématographique. Ah ouais. Alors on en vient sur une de tes grandes passions. Ouais. Alors le cinéma, c'est dévorant depuis toujours. La première scène, on est entre différents appartements qui se trouvent dans ce même immeuble. On est dans ce studio de télévision et on voit ce montage, on voit cette scène. On a l'impression qu'après 50 pages, on pourrait avoir le générique début, quoi. Oui, presque, ouais. C'est comme un split screen. Ah. Ouais, mais j'écris ce que je vois. Et je pense que ma culture, pour parler de culture, a d'abord été cinématographique avant d'être littéraire ou théâtrale. Ce sont des... alors oui, j'ai, comme tout le monde, été au théâtre quand j'étais petit ou quand j'étais en secondaire. Et c'était tellement mal organisé, mal foutu, que ça faisait chier et les élèves et les comédiens. Je me souviens, on devait avoir 14 ans, on avait été au Théâtre National, c'était encore au Centre Rogier, voir une pièce de Molière avec André Debar. Et il est 14h, quoi, 14-15 heures, et tu as une salle remplie de mômes qui n'ont pas envie d'être là, qui ont envie de rigoler avec leurs potes, qui font viens à côté de moi et tout. Enfin, et je vois encore cet après-midi de théâtre. Et j'en ai reparlé parce que j'ai eu la chance de rencontrer André Debar à quelques reprises et je lui ai dit, je me souviens d'un truc catastrophique. Enfin, j'avais été au théâtre avec l'école, on essayait de nous faire aimer le théâtre, mais ça marchait pas. Enfin, bref. Et donc je lui raconte, c'était le malade imaginaire, je crois. Et il m'a pas dit qu'il s'en souvenait, mais il m'a dit, ça nous faisait chier autant que vous, parce que c'était horrible. On sentait que les gens n'étaient pas là pour ça, pour venir, à part les profs. Et finalement, il n'y avait aucun contact entre le public et donc c'est ça aussi qu'il faut... Voilà. Donc, je suis venu très tard. Oui, j'étais au théâtre. Oui, j'ai lu des bouquins quand j'étais môme. Mais quand on te fait lire Céline à 13 ans, tu comprends rien, quoi. Et donc, après, oui, après c'est venu. Mais de nouveau en autodidacte ou par le boulot. Par contre, le cinéma, ça a été... mes parents m'ont emmené voir... des films quand j'avais 4 ans, 5 ans, et c'est parti tout de suite, ça. Pourquoi ce langage-là plus que les autres? Ça, c'est... je sais pas, c'est... voilà, c'est le grand écran, c'est la fascination des gros plans, de la musique, d'un spectacle total. Je crois que c'est Godard qui dit la grande différence entre le cinéma et la télévision, c'est que la télévision, on la regarde comme ça, et le cinéma, on la regarde comme ça. Et ça fait toute la différence. Et quand tu es un môme et que tu es dans une salle de cinéma, à l'époque, ça fait de nouveau vieux con, à l'époque, il y avait des rideaux devant l'écran. Et il y avait des courts-métrages avant, ou carrément des petits films, des petits moyens-métrages avant. Donc il y avait des trucs, enfin, ouais. Et quand le rideau s'allumait et que la lumière s'éteignait, il y avait une espèce de « ah » qui résonnait dans chacun des cœurs des spectateurs. Et oui, alors quand la lumière s'éteint aujourd'hui, même s'il n'y a plus de rideau, il y a toujours ce petit truc. Je ne sais pas pourquoi le cinéma. Mais oui, le cinéma a compté. Ouais. Et donc, mon entrée dans le monde magique de la culture, il s'est fait par le cinéma. Parce qu'à un moment donné, le premier disque, ou un des premiers disques que j'ai acheté quand j'étais môme, c'était une musique de film. Et puis à un moment donné, tiens, il y a un air classique là, dans ce film, je ne sais plus, c'était...
un film de Visconti, ben, oui, mais c'est de la musique classique, ça n'a pas été écrit pour le truc, ben, j'ai peut-être acheté le disque, et ainsi de suite. Et puis tiens, c'est écrit, c'est un bouquin au départ, ben, je vais lire le bouquin, ou à un moment donné, ça raconte l'histoire d'un peintre. Un film sur Pollock, c'est qui ce type? On va commencer. Et donc, c'est vraiment par cette porte-là, c'est par le cinéma. Tu dis, je me sens pas journaliste, je me sens pas écrivain, les gens ne le savent pas nécessairement, mais tu écris aussi des courts-métrages que tu présentes à la commission. Là, pour le moment, c'est pas encore passé, mais demain, ça passera, etc. Voilà. Il y a quand même un besoin de créer qui est... Enfin, il y a eu le théâtre, il y a eu ce bouquin aujourd'hui, un court-métrage, voire un film demain. Il y a, quoi que tu dises, il y a quand même un besoin de créer qui est tout à fait réel. Un besoin de raconter, oui. Et ça, c'est aussi... C'est des choses différentes. J'ai pas un besoin de créer quelque chose, mais besoin de raconter, oui. Parce que je me raconte des histoires. Et une fois que je me les raconte, je me dis, tiens, ce serait peut-être bien de les raconter vraiment. Pas juste, voilà... Et de nouveau, quand j'étais môme, c'était la bande dessinée. Je n'ai pas encore parlé de la bande dessinée, mais môme, la bande dessinée, c'était voilà, plus que la littérature. Après, ça a évolué. Mais je dessinais, et je faisais des petites BD, des petits trucs comme ça, voilà. Pour moi, ça restait dans un carton. Envie de raconter des histoires, oui. Alors, le support peut changer, quoi. Ça peut être un bouquin, un roman, une nouvelle, une pièce de théâtre. Mais raconter des histoires, oh oui, ça c'est très très gai, ça. Et ça, c'est un truc, oui. Maintenant, ça ne fait ni de moi un écrivain, ni de moi un cinéaste, parce qu'en plus, voilà, c'est encore loin d'être le cas. Mais ce sont des images ce sont des histoires que j'ai envie de raconter à partir d'images. Après, on peut les traduire avec des mots ou en faire des vraies images, dessinées en 2 dimensions, ou voilà, ou faire du théâtre. Et là, c'est en 3 dimensions, c'est de raconter des histoires avec des comédiens. Mais c'est parfois une obsession, c'est peut-être celle-là, oui. Mais raconter des histoires, ça sert à quoi? T'es chiant tes questions. Ça sert à quoi? Ça, je ne me suis jamais posé la question, tiens. À créer peut-être du plaisir. Je trouve que il y a une chose qui, moi, on n'en a pas encore parlé, on n'a pas parlé de ce mot-là, mais pour moi, la culture et le plaisir, c'est intimement lié, quoi. Alors, quand c'est un boulot, il y a parfois des moments où il y a moins de plaisir, et puis parfois on éprouve moins de plaisir à voir certains films que d'autres, mais la fascination que j'ai eue, je pense qu'un des premiers films que j'ai eu, c'était Mary Poppins. Voilà. Et il y a eu, enfin, c'est comme une espèce de vocation religieuse. À mon avis, ce jour-là, mes parents m'ont raconté que je n'ai pas ri une seconde. Je suis resté là, mais avec une gueule comme ça. J'ai pas ri. Et donc, ils ont cru que ça m'avait pas plu. Donc, quand ils m'ont sorti du cinéma, ils m'ont dit, ça t'a pas plu? Et je dis, mais si. Et j'ai des images de cette séance et j'ai des images de ce film. Et je pense que ça a créé comme une vocation religieuse, une espèce de déclic, parce que ça a fait naître en moi un plaisir que je ne connaissais pas. Et peut-être que de raconter des histoires, c'est essayer de retrouver cette étincelle initiale, enfin voilà, ce truc qui a fait qu'à un moment donné, je me suis plutôt consacré à des artistes qu'à des sportifs. C'est pas bête. Une émission de télé en appelle une autre, hein, de ce, si tu le sais, tous les jours en télévision, une espèce de cercle sans fin, qui s'arrêtera un jour certes, mais pas maintenant. Est-ce qu'un livre, par contre, en appelle un autre? Est-ce que tu as découvert ici une nouvelle étincelle, un nouveau plaisir que tu devras reproduire? Alors, c'est pas le premier écrit. Le premier que j'ai commencé, je le termine maintenant. Bon, en fait, pour le moment, il y en a 3. Quoi. Il y a un deuxième qui est terminé, mais que je dois peaufiner, relire, retravailler ça, puis un troisième. Donc, pendant longtemps, je me suis levé de bonne heure. Non, c'est pas... Oui, c'est ça, oui. Pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de difficultés à terminer quelque chose, à mettre le mot fin. Et on retravaille, on se dit, mais ce serait peut-être mieux d'en faire un scénario, et puis, mais il y a un truc qui ne va pas, il faudrait inverser il faudrait commencer par la fin. Enfin, on se pose plein de questions pour que ce soit bien, pour que cette magie, cette étincelle, voilà, renaisse.
Et donc, quand on n'arrive pas à mettre le mot fin à un projet, on l'abandonne et puis on fait un autre truc et puis on passe à autre chose. Puis on va écrire une nouvelle et puis ça va pas. Et puis il y a une commande pour faire un spectacle pour 2 comédiennes. Tiens, ça on l'aboutit. Oui, mais c'est pas ce que je voulais écrire au niveau romanesque. Ça c'est une pièce de théâtre. C'est pas que ce soit mineur par rapport à l'autre, mais on veut peaufiner. Et le jour où on met le mot fin à la dernière page d'un bouquin et qu'on se dit tiens, ça tient la route, là, ça fait un peu boule de neige. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai mis le mot fin à un manuscrit, j'ai enchaîné le deuxième, pas le lendemain, genre 2 semaines après, quoi. Parce qu'il y a une espèce de mais ça marche, tiens, on a découvert un truc, ça marche, c'est super. Et donc voilà. Et donc après, il y a de nouveau le questionnement, quel point de vue adopter, quel style, est-ce que je vais utiliser le jeu, est-ce que je vais l'écrire au présent ou au passé. Enfin, ça peut paraître bête, mais ça change absolument tout d'un récit. Et je pense que le déclic boule de neige, c'est quand on met le mot fin à la fin d'un premier manuscrit. Et après, ça, c'est pas que ce soit facile, mais après, ça s'enchaîne. Voilà, ce bouquin il s'appelle Crispation, il est signé Éric Cusson. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci grand.